Et c'est l'heure de politique en partenariat avec l'Express et RFI. Notre invité aujourd'hui est Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez également interrogé par Christian Macarian de l'Express. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Pascal Canfin, à 38 ans, vous êtes déjà un ex-journaliste, ex-député européen d'Europe Écologie Les Verts et ex-conseiller de la candidate écologiste Eva Joly. Aujourd'hui, vous êtes l'homme qui, au gouvernement, s'occupe du développement, en clair, des grands projets d'infrastructure. Pour le Mali d'abord, et puis bien sûr, dans d'autres pays africains aussi, on va en parler. Mais peut-être l'actualité avec, bien sûr, avant d'évoquer le Mali, un mot sur la mort d'Hugo Chavez, le président vénézuélien. Alain Juppé l'a qualifié de démocrate autoritaire. Il y a eu bien sûr beaucoup de réactions, mais comment vous le définiriez? Et comment vous imaginez aujourd'hui un nouveau gouvernement au Venezuela? L'avenir reste à écrire et il appartient d'abord au Venezuela. Mais sur Chavez en particulier, moi, je n'ai pas de point de vue où je ne suis pas dans l'adoration comme peut l'être par exemple Jean-Luc Mélenchon. Donc j'ai un point de vue équilibré. C'est vrai que Hugo Chavez a fait des choses quand il a lutté contre la mortalité infantile dans son pays. Mais par contre, son soutien indéfectible à l'Iran, à Bachar el-Assad, au colonel Kadhafi, évidemment, ce sont des choses qui sont mettre à son passif. Et donc, je ne suis pas dans l'adoration, je suis dans un regard équilibré. Vous avez effectué récemment une tournée en Amérique latine, à la fin du mois de janvier. Est-ce que vous avez pu mesurer son aura, son impact sur le continent sud-américain ? Oui, dans ce qu'on appelle les pays bolivariens, c'est l'Équateur, la Bolivie, autour de ça. Mais quand vous êtes au Pérou, quand vous êtes au Chili, vous n'avez pas, encore une fois, de sentiment particulier vis-à-vis de Hugo Chavez. Il y a des histoires nationales qui se construisent aussi. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on est dans un exercice aussi diplomatique qu'il faut respecter, mais je ne vais pas tout d'un coup me transformer en adorateur de Chavez. On avait compris. Bon, le Mali, on y vient bien sûr avec des actualités. Un 4e soldat qui a été tué dans l'est du pays. Et puis François Hollande qui vient d'annoncer que des chefs terroristes ont été anéantis. Est-ce que quand même avec ce 4e mort, ce soldat, est-ce que la France ne vit pas un petit Afghanistan ? Non, je crois que les propos seraient déplacés à ce stade. Honnêtement, d'abord, il faut penser à sa famille, à ses proches. C'est la première responsabilité d'un ministre comme moi. Par ailleurs, notre action, elle est légitimée par le fait que nous voulions assurer l'intégrité du territoire malien, stopper la descente vers le sud des djihadistes, et ensuite aider l'armée malienne, accompagnée par cette force internationale qu'on appelle la MISMA, aider l'armée malienne à reconquérir l'ensemble de son territoire. C'est ce que nous sommes en train de faire dans l'extrême nord du Mali. L'armée malienne quasiment inexistante. L'armée malienne, oui, mais c'est pour ça que nous avons dû intervenir. C'est que nous ne découvrons pas que l'armée malienne n'est pas extrêmement puissante. Non, mais on m'avait promis qu'elle prendrait le relais. Mais elle prend progressivement, elle monte en puissance. C'est pour ça qu'il y a des formateurs, plusieurs centaines de formateurs européens qui sont au Mali maintenant pour contribuer à la formation de l'armée malienne. Parallèlement, la MISMA, les troupes africaines et le Tchad sont aussi présentes. Il y a aujourd'hui plus de troupes non françaises que françaises, ce qui prouve bien que l'exercice diplomatique dans lequel on est, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble de la communauté internationale pour assurer l'intégrité du territoire malien, est en train de réussir. Et dans quelques mois, nous aurons, c'est notre souhait, une opération de maintien de la paix, ce qui fait que progressivement, la France pourra se retirer. Oui, diminution des troupes, apparemment, c'est ce qu'a annoncé aussi François Hollande. Diminution à partir du mois d'avril des troupes françaises. Oui, nous sommes dans un calendrier qui est quand même objectivement assez resserré. Vous faisiez la comparaison avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est plus de 10 ans de présence militaire. Et ce n'est pas fini pour un certain nombre d'entre eux. C'est fini pour nous, mais ce n'est pas fini pour les Américains. Plus de 10 ans. Là, on parle de 2 mois. Je pense que la comparaison... Oui, mais quand est-ce qu'on pourra dire on a gagné? Je vous dis, il y a gagné l'intervention militaire et puis il y a gagné la paix. Alors, et ma responsabilité en tant que ministre du Développement, c'est d'abord de gagner la paix dans la durée. Christian ? Alors justement, gagner la paix, vous avez même dit très précisément l'objectif est maintenant de gagner la paix, mais on a l'impression que
comme en Afghanistan, c'est le seul point de comparaison, à mon avis, qui tienne à peu près, il y a deux guerres. La guerre visible, qui doit aboutir à l'avènement d'un nouveau régime et d'une réconciliation nationale, ce dont vous vous occupez, et la guerre invisible, sur laquelle nous avons très peu d'informations, et souvent des informations contradictoires. Est-ce que ça n'est pas gênant pour le ministre chargé du développement, parce que jusqu'aujourd'hui, on parle davantage de la guerre invisible que de la guerre visible? Non, il y a une stratégie française qui a plusieurs piliers. Il y a le pilier militaire, celui que vous évoquez à l'instant. Il y a le pilier politique, qui consiste à faire en sorte que les Maliens trouvent les modalités de ce qu'ils appellent le vivre ensemble. C'est-à-dire, pour faire simple, entre certaines communautés du Nord, les Touaregs ou d'autres, puisqu'il ne s'agit pas de réduire la question aux Touaregs, et l'ensemble du pays, et notamment au Sud. Ça, c'est le dialogue politique, c'est leur responsabilité, et ça doit déboucher sur des élections en juillet. Et ensuite, il y a le troisième pilier de notre politique, c'est le pilier développement. Et nous sommes présents sur les trois dimensions. Alors, sur le deuxième, Monsieur le Ministre, est-ce qu'on avance par rapport à ce calendrier quand même très précis? Sur les élections Voilà, les Maliens se sont engagés vis-à-vis des Français et de l'Union européenne, en échange, entre autres, la communauté internationale, de la reprise de l'aide au développement, sont engagés à ce qu'il y ait un processus de réconciliation nationale et des élections générales avant le 31 juillet. Ça paraît très improbable, très aléatoire. C'est ambitieux, mais on ne peut pas dire d'un côté qu'il ne fallait pas que ce gouvernement ne peut pas s'éterniser. Nous sommes extrêmement attentifs à la légitimité du gouvernement malien. Et donc c'est pour ça qu'il faut, parce que c'est un gouvernement de transition, est-ce que vous mesurez transition dit nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, il faut qu'elle ait lieu en juillet. Pourquoi en juillet? Vous connaissez le Mali. Alors, si on passe juillet, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a la saison des pluies. En août, en septembre, c'est difficile. Ça veut dire que ça va être octobre, peut-être novembre. Mais est-ce que vraiment extrêmement tard. Votre aide, c'est vraiment très tard. Est-ce que cette aide-là, elle n'est pas conditionnée justement à la solution politique? Tout à fait. Cette aide, la reprise de l'aide publique au développement. Donc c'est pour la France 150 millions d'euros. Donc elle n'a pas commencé. Si, elle a 150 millions d'euros. Il ne faut pas leur dire on vous donne cet argent quand vous aurez eu une solution politique. Enfin, donc, je sais pas. Certains pays le pensent. Le Canada, par exemple, n'a pas repris son aide. Et attends. Nous pensons, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des Européens, nous pensons que nous devons accompagner la reprise progressive du processus politique, parce que si nous ne faisons rien, il n'y a objectivement aucune chance que le pays se restabilise et qu'il y ait des élections qui se tiennent vraiment. Donc nous sommes sur, encore une fois, une stratégie à trois piliers. Le militaire, l'intégrité du pays. Le politique, le dialogue qui débouche sur des élections en juillet. Et le développement. Je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. L'aide publique au développement, elle va servir à quoi? Par exemple, à faire en sorte que les 400 000 personnes qui sont aujourd'hui déplacées ou réfugiées au Mali puissent rentrer chez elles. Si elles ne rentrent pas chez elles, comment on peut tenir des élections avec 400 000 personnes qui ne peuvent pas voter là où elles habitent? On ne peut pas. Donc, il faut que cette aide publique au développement, on la reprenne par définition avant les élections, de façon à ce qu'on puisse les accompagner leur retour. Ce sont pour la plupart des agriculteurs. Ces agriculteurs, ils n'ont pas de semences, ils ont perdu une partie de leur cheptel. Il faut donc que nous mettions un petit peu d'argent pour leur permettre d'avoir accès à ces semences, de façon à ce qu'avant la saison des pluies, parlons de choses très concrètes, ils puissent replanter et qu'on n'ait pas dans 6 mois ou dans un an un risque de famine au Mali. Vous voyez, c'est ça l'aide publique au développement. C'est des choses très concrètes qui doivent accompagner et renforcer le processus politique. Alors, Christian, avant de reposer une autre question, je voudrais qu'on écoute Alain Juppé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui se pose des questions tout haut, bien sûr, sur le Mali. On l'écoute. Qu'est-ce qui se passe à Bamako? Est-ce qu'on est en train de reconstituer un véritable ordre constitutionnel pour avoir de vrais partenaires à la tête du Mali? Je n'en suis pas sûr. Deuxièmement, à quelle vitesse et dans quelles conditions se déploie la force africaine sous la responsabilité des Nations Unies, qui doit prendre le relais des forces françaises? Là-dessus, on est assez peu informé, il faut bien le dire. Je trouve que l'information sur cette intervention française est extrêmement mesurée par le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la solution politique, vous venez d'y répondre. Ben voilà, répondez-y. Réponse, vous l'avez vous-même évoqué, le calendrier, c'est un retrait progressif à partir du mois d'avril, par exemple, et une montée en puissance actuelle des troupes africaines et tchadiennes, et puis une opération de maintien de la paix avant l'été, autour du mois de juin. Le calendrier, il est extrêmement clair, transparent. On peut en parler directement avec Alain Juppé, mais il connaît ces sujets très très bien. Et donc je pense que là, derrière, il y a un petit exercice de polémique politicienne. Mais je pense qu'on va aller au-delà de ça. Et sur la question que posait tout à l'heure Christian, sur cette guerre invisible, et puis, on va dire, une communication qui est parfois
pas toujours très, très clair. Bon, mais ça s'explique un peu en temps de guerre. Vous savez, oui, voilà, c'est un vrai sujet, la question des journalistes, hein, puisque j'imagine que derrière la question de l'information, il y a le mot journaliste. L'accès des journalistes au terrain de combat, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut les protéger? Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quelques semaines, où une quarantaine d'entre eux ont été sauvés par l'intervention de l'armée, alors qu'ils étaient venus sur des territoires où ils ne devaient pas être. Donc c'est un équilibre à trouver, mais honnêtement, je peux vous dire que l'armée française, si je prends par exemple la grille de lecture des organisations non gouvernementales qui travaillent avec l'armée pour avoir des informations, pour pouvoir agir sur le terrain en termes d'humanitaire, je peux vous dire qu'elles disent toutes que l'armée française est ouverte, transmet les informations pour leur permettre de faire en toute indépendance leur travail. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui aussi une révolution de l'armée française. Elle a tiré les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan et aujourd'hui au Mali, elle fait le travail. Sinon, le risque, c'est de confier l'opération à l'armée et, comme vous le savez, c'est pas toujours un grand succès. C'est-à-dire qu'on reste sur, en tout cas, la partie la plus chaude de l'Adrar des IFOGA, dans une partie complètement sous maîtrise militaire, que l'information soit complètement maîtrisée de cette manière-là. Aujourd'hui, on est, si vous voulez, sur des combats très durs. Je pense que les quelques images qu'on a pu voir, ou les informations je vous pose cette question parce qu'il y a eu des informations. Je ne pense pas vraiment que ce soit le lieu. Je vous pose cette question parce qu'il y a eu des pour des journalistes, sauf vraiment au risque de leur vie. Bien sûr, reste un choix que chacun peut faire. Alors, bien sûr, François Hollande a déclaré il y a quelques jours que la France doit poursuivre sa politique ambitieuse d'aide au développement. Est-ce qu'un pays en crise, la France, peut se permettre aujourd'hui d'avoir comme priorité aussi d'aider les autres pays quand elle-même a du mal à gérer son propre pays? C'est une question tout à fait légitime. L'aide publique au développement française, c'est 9,5 milliards d'euros chaque année qui sont transférés vers le Sud. Pourquoi nous avons fait le choix, dans le projet de loi de finances 2013, donc pour cette année, de maintenir l'aide publique au développement, de la stabiliser grâce à l'affectation d'une partie de notre taxe sur les transactions financières? J'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, nous avons fait ce choix pour deux raisons. D'abord parce que c'est conforme à nos valeurs de solidarité internationale. On parle d'aider des gens qui vivent avec, par exemple, moins de 1 euro par jour. Il y a 1,3 milliard d'êtres humains qui vivent avec moins de 1 euro par jour. Est-ce qu'ils sont responsables de la crise? Est-ce qu'on doit leur dire, maintenant c'est fini, tant pis pour vous, vous aurez faim, tant pis l'éducation c'est fini, vous n'y aurez jamais accès, tant pis le sida va remonter, parce que non, on sait nos valeurs d'afficher cette solidarité internationale. Mais en plus de nos valeurs, c'est notre intérêt. Pourquoi c'est notre intérêt? Le Mali le montre bien. Il n'y a pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. Donc, pas de développement sans sécurité, c'est évident qu'un pays comme le Mali ne peut pas se développer si la moitié de son territoire est occupé par des groupes terroristes. C'est pour ça que nous sommes intervenus à la demande des Maliens et dans les conditions que vous connaissez. Mais l'autre terme de l'équation, c'est pas de sécurité durable dans la durée sans développement. Et c'est là l'enjeu d'investir de l'argent dans le développement, c'est que ça rapporte. Ça rapporte en termes de stabilité, ça rapporte en termes d'échanges économiques, de vivre ensemble, de développement. Ça nous rapporte à moyen terme, mais c'est un investissement que nous ne voulons pas cesser de faire. Oui, la France est à 0,46% de son RNB, de son revenu national brut. La norme fixée par l'ONU, c'est 0,7%. L'objectif à moyen terme. On est quand même loin des normes internationales. Tout à fait, donc c'est la critique inverse, ce qui n'est pas la critique de dire vous dépensez trop, c'est la critique de dire vous ne dépensez pas assez, et certains nous la font. Donc moi je dis, entre ces deux critiques, nous avons stabilisé l'effort. Et le président de la République a dit vendredi lors de la clôture des assises du développement, qui était un grand exercice de concertation qui a duré 4 mois, que dès que la croissance reviendra, dès que nous aurons des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires, nous réaugmenterons. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne peux pas, moi, revendiquer une augmentation de ce aide au développement alors que nous avons nos propres problèmes à régler. D'où la stabilisation et d'où l'effort extrêmement important que nous faisons sur les financements innovants et la taxe sur les transactions financières au niveau européen.
Vous avez lu sans doute Le Monde hier, qui annonçait que dans les lettres de cadrage qui allaient être envoyées au ministère pour le budget de 2014, eh bien, le chiffre de 4 milliards d'économies supplémentaires est évoqué. Est-ce que cela va remettre en question pour 2014, bien sûr, la priorité est votre portefeuille, votre enveloppe, votre portefeuille. Non, oui, il y a vous êtes bien assis là pour l'instant. Où le budget de l'État peut se confondre du développement avec les comptes personnels. Voilà. C'est pas le cas de la France. Non. Voilà. Est-ce que ça va remettre en cause la politique de développement ? Non, déjà, cet effort de stabilisation, il faut le saluer. C'est pour 2013. Certains pays ont coupé drastiquement. L'Espagne, moins 80%. Bon. Donc, nous avons fait cet effort. Maintenant, va s'ouvrir un nouveau temps, mais qui s'ouvre. Le projet de loi de finances 2014 sera voté à la fin de l'année 2013. Nous sommes en mars 2013. Nous allons ensuite, maintenant qu'il y a le cadrage global, voir comment nous répartissons cet effort. Et je pourrais répondre à votre question pas avant le début de l'été. Il y aura un projet de loi d'orientation annoncé le président Hollande concernant le développement, déposé à la fin de cette année, débattu au début de l'année 2014. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 grandes lignes ? Déjà, dire que c'est la première fois dans toute l'histoire de la République française qu'il y a une loi sur notre politique de développement. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que l'histoire de cette politique, c'est ce qu'on a pu appeler à un moment donné la France-Afrique. C'est les relations entre la France, ancienne puissance coloniale, et ses anciennes colonies. C'est ça son histoire. Mais on est passé justement à une autre page, à une toute autre. Ce sera une loi tournée vers l'avenir, d'orientation et de programmation. Et du coup, pour graver ça dans le marbre, graver ces grandes orientations de manière transparente, avec un débat parlementaire qui n'a jamais eu lieu au niveau législatif, eh bien, il était nécessaire d'avoir une loi. C'est cette loi que nous ferons avant la fin de l'année. Donc un projet de loi d'orientation et de programmation. C'est ça la grande nouveauté. C'est ce qui a été présenté par le président de la République, tout à fait. Alors, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on reprend donc cette interview. On va parler peut-être plus de politique française et d'économie. Mais tout de suite, les infos. Merci. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi 6 mars, le Venezuela rend hommage à Hugo Chavez. Son cercueil est actuellement transporté à travers les rues de Caracas. Il a quitté tout à l'heure l'hôpital de la capitale où il est mort hier soir en direction de l'académie militaire où son corps va être exposé. Ses obsèques devraient avoir lieu vendredi.
François Hollande annonce la diminution du nombre de soldats français déployés au Mali, et ce, à partir du mois d'avril. Le président français qui évoque également des chefs terroristes anéantis au Mali, sans préciser s'il fait référence à Abou Zaïd et Mokhtar Belmokhtar, annoncés morts par le Tchad. Le Mali, où un 4e soldat français a trouvé la mort. Aujourd'hui, ce brigadier chef a été tué alors qu'il participait à une opération dans l'est du pays, à une centaine de kilomètres de Gao. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, les résultats de la présidentielle se font toujours attendre et la tension monte peu à peu. Certains commencent en effet à mettre en cause le travail de la commission électorale et l'on craint le retour des violences qui avaient endeuillé la présidentielle de 2007. Toujours sur le continent africain, au Burundi, le correspondant de RFI en Swahili, Hassan Ruvakuki, est libre. Il a été remis aujourd'hui en liberté provisoire. Hassan Ruvakuki était détenu depuis plus d'1 an et demi à Bujumbura. Il avait été arrêté en novembre 2011 après s'être rendu en Tanzanie pour couvrir la naissance d'un nouveau mouvement rebelle burundais. En Syrie, alors que la guerre a commencé il y a bientôt 2 ans, on vient de dépasser un seuil symbolique et assez terrible. Il y a désormais 1 million de Syriens réfugiés hors de leur pays. La moitié sont des enfants, selon cette nouvelle estimation du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. À cela, il faut ajouter plusieurs millions de déplacés à l'intérieur du pays, des Syriens qui fuient les combats. Et puis une nouvelle et lourde amende pour Microsoft. L'Union européenne a infligé 561 millions d'euros d'amende au géant américain du logiciel pour ne pas avoir tenu son engagement de proposer aux utilisateurs de Windows le choix entre plusieurs navigateurs Internet. Cette nouvelle amende porte à plus de 2 milliards d'euros les sanctions financières infligées à Microsoft pour des entorses aux droits européens de la concurrence. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue bien sûr sur France 24.